Nouveau Live Spirit of Rally. Aujourd'hui, on va parler avec Nicolas Siama, donc le deuxième du championnat de France des rallyes actuels, donc que je vais inviter tout de suite. Vite, mon copain Olivier, qui va m'accompagner sur ce live. Si je le trouve. Hop, c'est bon. Bien, bonsoir Nicolas. Ça va? Bonsoir, salut, ça va très bien, merci. Ouais, ça va. Donc on attend Olivier tout de suite, qui va arriver d'ici quelques secondes, que j'ai invité. Mais comme dans ces montagnes, il y a toujours des problèmes pour se connecter. Attention, suspense. Hop. Alors, Olivier, il faut que tu rejoignes la vidéo. Hop. Alors, je l'ai acquis. On C'est attend. toujours le début. Ouais, on attend. Hop. Oula, il y a du monde ce soir déjà, 64 personnes. Génial. Ouais, je vois, ça grimpe vite. Ça grimpe vite. Après, ça va redescendre normalement. Mais au début, il y a toujours du monde. Olivier, on t'attend. Ah, c'est bon. Voilà. Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oula, il y a du monde, ouais, c'est cool. Il y a même des Espagnols, je crois que tu as des fans chiliens aussi, Nicolas. Ah oui, c'est vrai que maintenant, depuis qu'on a fait le rallye là-bas, on Ouais, en c'est a, ouais, ça. c'était sympa ça. Bon, alors, du coup, on va commencer le live. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, on va parler donc aujourd'hui avec Nicolas Siama, donc qui est un jeune pilote très prometteur, qui a déjà malgré tout un petit bagage qui commence à être sympathique, puisque tu as commencé en 2016, si je dis pas de bêtises. Le rallye, oui. Et donc, ouais, 2016 et 2014, si j'ai bien vu le en circuit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc, Olivier, je vais te lancer, je vais te laisser la première question. Ouais. Ouais, début de carrière sur bon, motocross. Alors, c'est original pour un de sortir du motocross et de passer directement sur les rencontres Peugeot Sport. Pourquoi t'as pas continué la moto un peu plus longtemps ou t'es passé tout de suite voiture comme ça? Il y a eu un déclic particulier ou c'était quoi? En fait, quand j'étais petit, donc j'avais, je crois, 5 ou 6 ans, mon père, il m'a mis sur une moto parce que bah, lui, c'est ce qu'il faisait. Il faisait du trial. D'accord. Oui, à haut niveau quand même. Et du coup, voilà, il m'a mis sur un Piwi 50, comme la plupart de ceux qui débutent en moto. Et Mhm. voilà, donc j'ai fait du cross. J'ai le téléphone qui a, j'ai eu une notification, j'ai le téléphone qui est tombé. Du coup, ouais, je disais, donc j'ai fait du cross et j'ai aussi fait du trial en parallèle, mais c'était plus le cross qui m'attirait. Mhm. Et donc j'en ai fait en compétition parce que ça me plaisait, voilà, de 9, pardon, en compétition, j'en ai fait de 10 à 13. Et puis j'ai arrêté. J'en avais marre des blessures et puis je voyais bien que j'étais pas fait pour ça. En cours, j'étais quand même assez stressé. Et puis déjà, il y avait des gars contre moi qui avaient le même âge que moi, mais ils faisaient 2 fois ma taille. Donc c'est sûr que pour tenir la moto, c'est un peu plus facile. Ouais. Et ils faisaient toujours 2 fois la taille que je fais maintenant d'ailleurs. Et donc voilà, j'en avais marre de me blesser et du coup j'ai arrêté. Et puis comme mon père lui préparait les R5 Turbo, bah, j'ai toujours été aussi dans les voitures Mhm. et il m'emmenait voir les rallyes. Donc c'est vrai que ça m'a toujours plu aussi. Je me rappelle quand j'étais petit, j'achetais les DVD échappement 2007, Ouais. 2008, tout ça là Mhm. quand ils faisaient les DVD de WRC. Et voilà, donc c'est vrai que quand j'ai arrêté le motocross, donc à 13 ans, j'avais déjà envie de faire de la voiture. Mhm. Et puis donc voilà, c'est vrai que le karting m'a jamais trop attiré et j'en ai jamais trop fait. Donc voilà, on a commencé par les rencontres Peugeot Sport en 2014 puisque j'avais que 16 ans et que pour faire du rallye, il faut le permis en France en tout cas. Donc sur Voilà circuit, pourquoi, ouais. voilà un peu le truc. Mais Mhm. Ok, aujourd'hui, je fais ouais. encore de la moto tout terrain, je fais toujours du trial et puis je fais pas de cross parce que c'est trop dangereux, sinon j'en ferai encore pour le plaisir. Et puis maintenant, j'aime Mhm. aussi beaucoup la moto de route de plus en plus. Ok. Non, Et pourquoi tu t'es heureux, dirigé ça vers part quoi? les rencontres de sport? Je dois répondre à qui là? Non. Vous pouvez reposer. Euh, Olivier, je te laisse. Je n'ai pas compris ce que tu m'as dit d'ailleurs. Non, il parlait de moto de route, Nico. C'est vrai que c'est dangereux avec tous les. Bon, c'est sympa, on en a tous fait, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, là. Prudent pour un sportif de haut niveau. Attention. Ouais. Ouais, mais en fait, je m'en sers surtout pour me déplacer. Et quand je dis moto de route, justement, là, j'ai acheté tous les équipements pour aller faire plutôt de la piste. Parce que c'est quand même plus safe que d'aller faire de la route le week-end, quoi, sur route ouverte. Donc, je m'en sers, voilà, je fais de la moto à peu près tous les jours, mais
plus pour un déplacement que pour aller attaquer, on va dire. Donc voilà. Après, je veux pas trop non plus me limiter à ne rien faire parce que c'est quand même dommage. Je fais pas de ski, par exemple, parce que j'en ai jamais fait énormément et je suis pas très bon, donc je veux pas prendre de risques. Voilà, je me limite déjà à faire quelques trucs, on va dire. Ouais. Ouais. Ok. Et donc ouais, donc pour revenir au circuit, pourquoi tu es parti sur les rencontres Peugeot Sport? Pourquoi pas une autre formule? Pour aller attaquer, on va dire. En fait, voilà. Je savais pas quoi faire à ce moment-là. J'avais commencé à aller Ouais. à l'école de pilotage de Nicolas Bernardi à l'époque où il en avait une. Et bon, on savait qu'on pouvait pas faire de rallye, donc plutôt que d'attendre 2 ans à juste faire des stages, on s'est dit pourquoi pas faire du circuit. Alors on avait parlé de kart cross, etc. Mais c'est vrai que ça m'attirait pas trop. Et puis je crois que par l'intermédiaire de Marc Dalmasso, on a été mis en contact avec Ludovic Bellinato, donc le patron du No Limit Racing, qui était le team référence en rencontre Peugeot Sport à l'époque. Et donc du coup, voilà, j'ai commencé à faire un stage avec lui avec les 206 de la coupe. Puis voilà, on a décidé de partir sur la 208 Racing Cup. Et c'est vrai que niveau rapport qualité-prix, parce qu'il y avait énormément de roulage, tu avais le sprint et le relais. Et l'endurance, je veux dire, ça s'appelait le relais, mais c'était des courses d'endurance. Ça faisait énormément de roulage pour un coût très très réduit pour du sport auto. Donc c'était avec un très bon niveau, donc ça c'était intéressant quoi. C'était vraiment la bonne formule pour commencer, je trouve. Ok. Olivier, je te laisse poser la question suivante. Ouais, mais alors là, j'ai un trou parce que c'est une période que j'ai zappé avec la DMAC Cup. Là. Euh, j'ai j'ai complètement zappé ça. Donc pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est un championnat par concurrent, c'est ça, du JWRC en championnat du monde. C'est ça, Christophe? Ouais, la DMAC Cup, c'était donc organisé par N-Sport. Et C'est un c'était un sport, donc c'est pour ça que c'est des Fiesta R2. c'est ça. Donc justement la question, Nicolas, c'était plus facile pour toi de financer ça ou pourquoi t'as pas fait une formule de promotion en France? Alors ça, bon, il y a déjà pas mal de gens qui le savent, mais en fait, c'est quand même une histoire assez improbable. En 2015, j'ai été contacté par M-Sport pour faire un essai, alors qu'ils faisaient une journée de développement, enfin sur une journée de développement de la nouvelle Fiesta R2T, la première turbo qui n'était pas encore sortie. Donc je suis allé en Pologne, puisque c'est M-Sport Pologne qui développe ces voitures. Il y avait Sander Parn qui avait gagné le DMAC Trophy l'année d'avant, qui faisait le développement. Et puis moi, donc, j'ai roulé avec la voiture avec Sander Parn à côté de moi, avec Maciek Woda, donc qui est le patron de Sport Pologne à côté de moi. Et puis à la fin de cette journée, donc, il m'a dit que c'était très bien passé tout ça. Donc j'avais 17 ans. Et puis quelques semaines après, j'ai reçu un mail de Andrew Whitley, donc qui maintenant à l'époque travaillait chez M-Sport, maintenant est le président de la commission du WRC à la FIA, et qui m'a dit voilà, on a regardé les on-board de ce que tu as fait, les datas, etc. Maciek nous a expliqué, donc on voudrait que tu viennes nous voir euh, aux États-Unis, pardon, en Angleterre, voilà, pour nous rencontrer avec Malcolm, parce qu'on a quelque chose à te proposer. Voilà, donc on est parti là-bas, et puis Malcolm, il me propose un contrat qui montait jusqu'en WRC, et qui commençait donc par 2 saisons de Drive DMAC Fiesta Trophy, qu'il me finançait complètement. Donc bon, quand tu arrives là-bas et qu'il te dit ça alors que t'as même pas le permis, si tu veux, tu te demandes comment c'est possible. Mais bon, c'était vraiment la réalité. Je devais juste payer mes frais, l'assurance de la voiture et la casse si je la cassais. Mais les saisons étaient vraiment payées par lui, donc c'est quand même assez exceptionnel et on pouvait pas refuser ça. C'est pour ça qu'on est parti en championnat du monde. Sinon, je pense que comme beaucoup de jeunes pilotes à cette époque-là, on serait parti faire certainement par exemple de la 208 Rally Cup, c'est ce qu'il y avait à l'époque. Mais c'est sûr que c'était quand même intéressant, bon pas simple, mais intéressant de commencer par directement en championnat du monde. Mais c'est sûr que ça faisait d'entrer quelque chose de pas facile. Ouais, c'est une belle expérience, ouais. Voilà. Et donc la deuxième année, donc c'est la DMAC Cup redevient le junior WRC, donc tel qu'on le connaît actuellement. Enfin plus depuis cette année. Donc tu termines deuxième derrière Nils Solans avec une victoire en Finlande. Quel souvenir tu gardes de cette année-là? Globalement, de ces 2 années
enfin en junior, on va dire, parce que le championnat n'avait pas changé du tout finalement pour moi. Ouais, c'est les personnes au final, C'était oui. une super expérience parce que bon, voilà, déjà quand tu es soutenu par un constructeur dès tes débuts, c'est quand même assez exceptionnel. C'est toujours marrant quand même quand t'as Malcolm qui vient te voir pendant le rallye et qui te tape dans le dos et qui te dit allez bon rallye, etc. C'est quand même sympa. La première année, bon, c'était quand même dur, mais parce que bon, quand tu commences directement championnat du monde, c'était quand même pas simple. On a fait quelques conneries, mais globalement, voilà, on est resté sage. Et la deuxième année, bon, évidemment, j'ai fait un gros step en termes de performance. Et c'est que des bons souvenirs, franchement, on s'entendait bien avec quasiment tout le monde, on va dire. Il y avait vraiment une très très bonne ambiance et c'est ce que M-Sport essayait de faire. À chaque rallye, on avait des briefings de Phil Short, qui est quand même maintenant qui est plus là, enfin qui est plus là, je veux dire qui est plus actif dans le rallye, mais qui était une figure du sport. Et on avait des briefings assez excellents de sa part et on était vraiment très bien encadrés. Et c'était vraiment très très bon souvenir. Les voitures, elles étaient quand même très fiables. Voilà, tout le monde avait la même et c'était vraiment vraiment des bons souvenirs. Voilà. C'était vraiment des bons souvenirs et il y avait un gros niveau la deuxième année, enfin même la première année déjà, mais la deuxième année avec notamment voilà Solence, Terry Folb, pardon, Dennis Rastrom, le Suédois. Enfin il y avait vraiment un bon niveau et voilà Neil était quand même plus rapide que moi sur l'ensemble. Bon, je suis revenu. Neil était quand même plus rapide que moi sur l'ensemble de la saison, mais après, il faut dire aussi qu'à cette époque-là, voilà, il avait 25 ans, ça faisait 5 ou 6 années qu'il roulait, contrairement à moi où c'était que ma deuxième saison. Donc, je pense que voilà, je pouvais pas espérer mieux, j'ai fait de mon mieux. Une petite question, Nicolas. La Fiesta, quand on la voit rouler en France, elle a du mal par rapport aux autres. Alors qu'en mondial, elle était bien. Elle est vraiment complètement dépassée maintenant, cette auto, ou pas? Tu parles de la R2? Ouais. Bah, à cette époque-là, donc c'était pas la même que maintenant, c'était la première turbo. C'était quand même beaucoup moins performant qu'une 208 ou une Opel Adam. Parce que je dirais qu'en fait ils essayaient pas forcément de faire la meilleure R2 du marché. Parce que maintenant ils essayent plus. Maintenant je pense qu'ils ont un peu changé de philosophie. D'ailleurs on leur disait à cette époque-là. Mais à l'époque c'était une voiture sur la terre. Je pense que c'était pas mal, même si ça restait quand même en dessous. Mais pardon, sur l'asphalte c'était vraiment pas très performant. Encore plus avec les pneus des Mac. On virait beaucoup et la voiture, en fait, tu pouvais quasiment rien régler dessus. En fait, il y avait des amortisseurs deux voies à l'avant, une voie à l'arrière. Il y avait un seul jeu de ressort sur l'asphalte, enfin sur la terre aussi d'ailleurs. Enfin voilà, c'était quand même assez limité, mais ça restait malgré tout une voiture sympa, surtout sur la terre. Mais maintenant, ils ont changé de philosophie. Après aussi, il y avait quand même une différence de performance moteur entre la voiture qu'on avait en junior et moi, j'en avais une à côté en privé pour faire des entraînements et des rallyes à côté et elle marchait. Et Solence aussi, et on se faisait la réflexion tous les deux que quand même, il devait y avoir une différence au niveau de la carto parce que ça marchait quand même pas aussi bien. D'accord. Ok. Et donc, en 2018 et 2019, double programme. Alors, championnat du monde, championnat de France. C'est pas trop difficile de switcher entre toutes ces autos, là, toute l'année. Belle expérience. C'est quelque chose qu'on m'a demandé souvent justement cette année-là. En fait, depuis le début que j'ai appris à conduire, j'ai toujours roulé avec beaucoup de voitures différentes, donc c'est pour ça que je m'adapte assez vite. Donc j'ai pas trop le problème. Et puis avant chaque rallye, on faisait des séances d'essai, donc ça revenait. Après 2018, ce que j'en garde, c'est qu'avec la Barthe, on a fait une super saison. C'était quand même top de pouvoir faire un programme, on va dire officiel quand même, parce que c'était vraiment un programme à Barthe via Milano Racing. Et puis, je regrette un peu juste qu'en en WRC2, on n'ait pas pu rouler autant qu'on le voudrait parce qu'il y a quand même une grosse marche quand c'est que ta troisième saison de rallye et que tu passes de la R2 à la R5. J'ai manqué un peu de roulage. J'ai fait de mon mieux, mais c'est sûr que j'aurais bien aimé rouler un peu plus, quoi. Merci. Et entre les rallyes de championnat de France et les rallyes de championnat du monde, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence ou ça reste similaire au niveau de l'approche, au niveau du niveau déjà? Alors au niveau du niveau, comme tu dis, alors déjà le niveau, en fait, souvent on entend que ça attaque plus fort dans les championnats nationaux parce qu'il y a moins de kilomètres, etc. Bon, ça c'est absolument faux. Sauf quand tu te retrouves avec une R2 en Sardaigne, bon, il faut quand même faire un peu attention, ou au Portugal à là où tu mets les roues, mais globalement, si tu veux être devant en R5, il faut attaquer, faut faire une spéciale à fond du début à la fin, quoi. Donc le niveau, il est extrêmement élevé. Alors ça veut pas dire qu'il est pas élevé dans les championnats nationaux, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais
mais il est très 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 élevé en championnat du monde, un petit peu plus élevé que dans le championnat de France par exemple. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'au lieu d'avoir 3 ou 4 pilotes qui peuvent être devant, t'en as le double au moins. Donc c'est ça qui fait que c'est plus compliqué. Et puis le timing dans la semaine est beaucoup plus chargé parce que tu as des recos plus longues, tu as des journées plus longues de course puisque tu as plus de kilomètres, plus de liaisons. Et les routes sont beaucoup plus dégradées sur l'asphalte. C'est vrai que, alors ce week-end au Vosges c'était pas mal, mais c'est vrai qu'en mondial avec les WRC ils coupent vraiment absolument partout, même des fois même si c'est moins performant, juste pour faire exprès pour salir la route. Ouais. Et du coup voilà, mais c'est sûr que c'est très formateur. Après quand tu reviens sur des championnats nationaux, c'est quand même un peu plus simple on va dire. Mhm. Et au niveau de la réglementation, est-ce que c'est similaire ou il y a toujours des petites particularités entre les différents championnats? Alors, je pense que oui, il y a quand même des petites différences. Après, en championnat du monde, tout est beaucoup plus encadré, beaucoup plus surveillé, ce qui est pas plus mal parce qu'au moins, bah, tu peux pas tricher. Alors des fois, tu te fais sanctionner pour pas grand-chose, mais par exemple, quand tu oublies d'appuyer sur le bouton OK quand tu crèves. Après voilà, d'un côté, c'est sûr qu'ils font ça pour notre sécurité, mais c'est un peu exagéré quoi. Des fois, je veux dire, à 10 secondes près, tu as une limite. Avant, c'était une minute. Je crois que c'était 1 minute ou 30 secondes, je me souviens plus. 1 minute, je crois. Et si tu appuies à 1 minute 2, bah tu prends selon la catégorie dans laquelle tu roules, tu prends 250, 1 000 € d'amende. Enfin, ça fait quand même mal quoi. Ouais, effectivement. Bon, on en parlait tout à l'heure. On a encore en tête les performances avec la 124 GT. Bon, il y a la victoire avec Ouais. l'Alpine. Alors, est-ce qu'il y a certains rallyes où tu préfères rouler en GT par rapport à une R5? Tu te sens plus à l'aise? C'est certains rallyes avec beaucoup d'allonges, par exemple, les GT sont mieux. Pour toi, te conviennent mieux? C'est dur à dire. Je pense que sur certains rallyes, comme l'Alpine l'année dernière à l'Antibes, c'est vrai que c'était pas mal parce que le parcours était plus rapide que celui qu'on a eu cette année. Mais Mhm. bon, globalement, je dirais que par exemple le Charbot, l'Antibes, le Mont Blanc, qui pour moi est le meilleur rallye pour une GT, et peut-être le Cœur de France aussi, tu peux faire des belles performances. Voilà, c'est des rallyes où avec une GT, Mhm. tu peux peut-être jouer la victoire s'il pleut pas. Après, sur un Touquet, un Vosges Grand Mhm. Est, un Var ou un Cévennes, c'est plus compliqué. Mais sur ces Mhm. rallyes-là, bah, les GT ont un rapport poids-puissance plus élevé que les R5, donc ça compense un peu, on va dire, le Mhm. châssis qui est quand même un peu moins performant, quoi. Mhm. Ouais, Ok. effectivement. Donc si on revient un peu à la période 2018-2019, donc tu as roulé avec la 500 la 500X R4, donc la Barth. Euh, Perso, j'ai toujours été intrigué un peu par cette auto. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Ben voilà, le kit R4, c'était fait C'est par Oreca. C'était une ouais. catégorie FIA qui, bon, finalement, a été un peu, comment dire, mise de côté, je dirais. Mm. Il n'y a jamais eu vraiment d'efforts qui ont été faits par les instances pour que la catégorie se développe. Euh, c'était quand même des voitures performantes, alors pas aussi performantes que des R5, mais c'était pas non plus Mhm. l'objectif. Mais ça restait des voitures performantes et fiables. Alors en ce qui concerne la 500X, tout développement a été fait sur la Etios que Oreca avait Mhm. choisi. Et en fait après, bah, tu mettais le kit sur la 500X ou sur n'importe quelle autre voiture. Donc évidemment, il y avait quand même des ajustements à faire. La 500X était beaucoup plus longue, plus lourde aussi. Mhm. Donc je pense qu'il y avait un bon potentiel qui n'a pas pu être développé jusqu'au bout, mais ça restait une voiture. Voilà, moi je crois que j'ai fait un ou deux rallyes sur asphalte et un ou deux rallyes sur terre avec. C'était sympa, hein, franchement. Pour Mhm. démarrer le 4 roues motrices, c'était aussi une bonne alternative. Après voilà, c'est sûr que tu n'allais pas chercher les performances d'une R5, ni en châssis ni en moteur, mais surtout en moteur que ça manquait quand même. Ouais. Donc David nous demande par rapport à une ancienne R4 stylée Evo 10, il y avait aussi les Subaru WRX, ça donne quoi Ouais. les vrais entre guillemets vrais R4? Bah, j'ai jamais roulé avec une Mitsu ou une Subaru. Je pense que en châssis, Mm. la 500X, enfin ou les R4, voilà comme je pense aussi à Mm. la Yaris Oreca, Victor on va Cartier dire. par exemple. Ouais. Voilà, c'est bien plus performant. Déjà, c'est moins lourd aussi. Mais par contre, en moteur, c'est sûr que ça rivalise pas du tout avec le 2 litres des Subaru ou des Mitsubishi, quoi. Mais Mhm. je sais pas dire en comparaison. Je sais pas dire parce que j'ai jamais roulé avec ces groupes N. Mhm. Enfin, groupe R, les anciennes R4. Mhm. Oui. Olivier? Donc, 2020, Citroën, alors quel était le niveau d'implication du constructeur? T'étais vraiment officiel là ou c'était moite-moite?
Semi-officiel, j'avais une vraie implication du constructeur. Je faisais les journées de développement avant les rallyes comme les autres, hein, c'est-à-dire Eric, Johan, Mats. Oui, j'avais quand même une vraie implication du Ouais. constructeur. Après, le pilote officiel en 2020, c'était Mats. Mhm. Ok. Et justement, en partant de ça, c'est pas un peu paradoxal pour un championnat qui normalement est réservé aux amateurs d'être plus ou moins une antenne d'un constructeur et pas une petite équipe indépendante. Ouais, Par parce qu'à rapport à l'époque, j'ai d'autres? roulé en WRC3 et puis il y avait le WRC2 à côté avec des voitures Mhm. officielles, quoi. Bah, justement, en 2020, par exemple, il y avait aussi le cas des pilotes, c'est-à-dire que Mm. il y en a qui disaient que Eric Camilleri n'avait rien à faire en WRC3 parce que ça avait été un pilote officiel en WRC puis en Mhm. WRC2. Mhm. En fait, ça a toujours été un peu le bordel hein, entre le WRC2 et le WRC3 ou le WRC2 Pro et le WRC2 la première année. En fait, ce qui était compliqué, c'est quand Skoda était impliqué officiellement, ils mettaient des moyens tellement colossaux que c'était quasiment impossible de se battre contre eux. Après, Mhm. en 2020, non, en 2020, ils étaient plus là officiellement, donc ça a déjà rendu les choses un peu plus simples parce qu'ils avaient mis un niveau d'implication qu'aucun autre constructeur n'a mis en R5. Mais bon, moi je dirais que c'est compliqué parce que tu peux pas refuser à quelqu'un comme Andreas Mikkelsen de rouler avec une Rallye 2 s'il n'a pas la possibilité de rouler avec une Rallye 1. Donc voilà, c'est sûr que peut-être de faire des tranches d'âge ou un truc comme ça, mais bon après ça veut rien dire parce que si tu prends quelqu'un comme Rovan Perra, il a commencé tellement tôt que finalement, même Mhm. s'il est jeune, il a autant d'expérience qu'un vieux quoi. Donc c'est une position un peu délicate. Moi je pense qu'une seule catégorie ça suffirait. Alors cette année ils en ont fait trois, je crois. Je crois qu'ils en ont fait trois Ouais, maintenant. ben, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ouais, tout à fait. Ouais aussi ouais. Mais c'est vrai que c'est pas Mhm. simple. Je pense que c'est quand même pas simple. Ouais. Ouais. Bon, c'est moins pire actuellement. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais donc il y a le vrai WRC2, donc le WRC2 Open, plus le junior, plus le senior. Ouais. Je sais plus le terme exact. T'en penses quoi de ça d'ailleurs? Honnêtement, je me suis intéressé, mais pas autant que Ouais. je l'aurais pu si j'avais participé à une course Mm. déjà cette année en mondial. Mais je pense que c'est la meilleure solution qu'ils aient fait depuis un moment. Après, il y avait un autre truc aussi en 2019 et 2020 avec le WRC2 et le WRC3. C'est que nous, on n'est pas le droit aux ouvreurs, par exemple, bon, sauf au Monte-Carlo évidemment. Mm. Mais même sur un rallye comme je pense à l'Allemagne, ça fait quand même une différence énorme d'avoir des ouvreurs en termes de sécurité. Mhm. Euh, et puis aussi en 2000, je crois que c'était en 2020, ils nous avaient fait l'histoire on n'avait pas le droit de tester dans le pays du rallye, genre un mois avant ou un truc comme ça. Donc Mhm. par contre, t'as le droit de faire un rallye, donc c'est encore pire quoi, ça coûte encore plus cher puisqu'à la base c'était une idée Ouais. de réduire les coûts. Donc enfin bon voilà, c'était WRC2 tu pouvais, mais WRC3 je crois que tu pouvais pas ou un truc comme ça. Mais voilà, c'était un peu du coup tout le monde avait râlé, et puis l'année d'après ils ont remis les tests illimités parce que de toute façon tu pouvais compenser par des rallyes à Mm. la place de faire des tests qui coûtent encore plus cher au final. Mhm. Ok. Et donc ton programme avec Citroën s'est arrêté mi-2021, pardon. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que ça avait l'air assez brutal, non? Alors ça c'est C'est, moi hein, qui ai décidé d'arrêter ouais. pour faire simple. Si j'ai bien. Parce que bon, évidemment on avait un vrai support de Citroën mais il ne finançait pas toute la saison. Donc Mm. en 2020, en 2019 et 2020 quand je roulais chez DG, j'emmenais des partenaires personnels. Mais en Mm. 2021 c'est DG qui me finançait ce qu'il y avait à combler de la part de Citroën. Donc ça c'était encore une fois assez exceptionnel de leur part. Et il y a eu les inondations aussi qui n'ont pas aidé en Ouais. Belgique. Et En leur Belgique, atelier oui. a été complètement inondé. Moi, j'y suis allé juste après pour les aider pendant 3 ou 4 jours. C'est vrai que c'était assez choquant ce qu'on voyait. Donc ça les a pas aidés. Et puis en fait, le gros problème, c'est que la C3, j'ai jamais réussi à rouler vite avec, en fait, tout simplement. Mm. On a essayé pendant 1 an et demi, on a malheureusement jamais réussi. Alors la première année, ça allait bien sur la terre, mais sur l'asphalte, j'ai jamais réussi. Mhm. Voilà pour j'avais aucun en fait quand je roulais cette voiture j'avais pas de feeling et le problème c'est que c'est une voiture qui marche puisqu'elle elle gagnait plein de courses déjà à cette époque-là donc c'est sûr que voilà c'était pas facile de comment dire à vivre mais on n'a jamais malheureusement trouvé de solution miracle donc voilà c'est ça qui a fait que je voyais bien que je voyais pas le bout du tunnel et au bout d'un moment bah il fallait bien prendre une décision. Et quand j'ai décidé d'arrêter de rouler avec la Citroën, il y avait rien d'autre, hein. J'avais absolument rien d'autre, mais je me suis dit que
je me faisais vraiment pas de la bonne publicité à continuer, alors que mes camarades, ils arrivent à gagner des rallyes avec cette voiture et moi pas. Mais malheureusement, on a tout essayé avec l'équipe, hein, avec DG. Franchement, on a bossé énormément, mais ça l'a pas fait et c'est vraiment dommage parce que c'était quand même une bonne situation, quoi. Mais j'ai jamais réussi à Mhm. m'adapter à cette voiture, malheureusement. Ni on a jamais réussi à l'adapter à moi non plus. Ok. Et de toutes les R5 que tu as roulées, parce que tu en as quand même roulé pas mal, tu as la Mhm. nouvelle et Mhm. l'ancienne i20, tu as la Fabia, tu as la Polo, Mm. plus la C3 du coup. C'est laquelle que tu as préférée? Honnêtement, la Polo reste quand même une voiture assez Mm. phénoménale. Je l'ai pas essayé depuis. Ils ont fait des évolutions depuis que j'ai arrêté de rouler avec, mais ça reste une voiture quand même assez extraordinaire. Mhm. C'est une voiture encore plus par rapport aux autres R5. Je dirais que c'est une voiture qui est plus pensée compétition que compétition client. Mais c'est aussi ça qui fait que c'est la plus chère à l'entretien, etc. Donc voilà, il y a des, tu peux pas tout avoir. Mais c'est vrai que ça C'est reste ça, une ouais. voiture assez phénoménale, surtout au niveau du châssis. C'est vrai que c'est assez impressionnant quand même. Ok. Mhm. Ok. Olivier, je te laisse poser la question suivante. La question suivante, il y a à C'est, moitié répondu, Nicolas, en ouais. parlant des soucis avec la voiture. En fait, la question, Nicolas, à suivre, c'était des podiums, des scratchs en mondial, mais malheureusement, justement, pas de première marche du podium. On demandait ce qu'il avait manqué, mais tu as déjà répondu, donc en partie, quoi. Bah, après, tu sais, j'ai jamais eu la chance de faire une saison complète en mondial, enfin Ouais. en quatre motrices, puisque je l'ai fait en deux roues Mhm. motrices. C'est pas facile quand même de remporter une course de WRC2 parce qu'il y a un niveau quand même assez incroyable. Donc il faut vraiment tout mettre bout à bout et jusque-là Mhm. pour plusieurs raisons, voilà, on n'a jamais réussi à le faire. Mais Ouais. pour gagner une course de WRC2, il faut quand même être sacrément bien préparé, quoi. Et il faut faire une très bonne course. Mhm. Ok. Donc cette année, tu es pilote officiel Hyundai en championnat de France. Comment s'est déroulé le deal? Est-ce que Hyundai France est impliqué? Est-ce que c'est surtout la branche motorsport ou comment ça s'est déroulé? Alors le partenariat avec Hyundai Motorsport, il est via moi évidemment, mais via le team Hmm. 2C compétition. Hyundai France est impliqué au niveau, moi il me prête une voiture de fonction qu'on utilise aussi pour les recos, donc la i20N qui est une voiture vraiment sympa Hmm. d'ailleurs. Et puis ils fournissent aussi une voiture à l'équipe. Donc voilà. Et après sinon oui c'est surtout la branche motorsport qui est impliquée. Ouais. Ok. Donc tu as vraiment le soutien de l'usine, vraiment le soutien de l'usine derrière, quoi. Ouais, on a un support de C'est l'usine. bien. Après, le programme officiel de l'usine, c'est Timus Ininen en WRC2. Nous, c'est un Oui. programme Ouais. semi-officiel, on va dire, mais on a Ok. vraiment un support de l'usine. Ok. Ouais, avec la Hyundai, la début de saison quasiment parfait, puis depuis deux rallyes, ça panouille un peu. C'est la- les autres évoluent ou il manque un chouïa sur la Hyundai d'évolution par rapport aux autres. Voilà. Je pense pas que les autres évoluent. Je pense que la C3 a progressé un petit peu par rapport à l'année dernière, de ce qu'on m'a dit. Mais la Hyundai, c'est quand même la R5 la plus récente à l'heure actuelle. Mhm. C'est encore une voiture qui est jeune. Pour l'instant, ils ont plutôt axé le développement sur la Terre, puisque là, avec Suninen, etc., ils roulent surtout sur la Terre en mondial. Nous, on essaie de notre côté de travailler. C'est vrai que pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que c'est une voiture qui est, je pense, assez performante dans des conditions à très faible grippe, comme un Touquet ou sous la pluie, etc. Et sur le sec, pour l'instant, on a un peu plus de mal. Donc, c'est vrai qu'on continue de travailler. On a Mhm. déjà essayé beaucoup de choses, mais on n'a Mhm. pas encore trouvé le petit truc qui fait qu'on pourrait aller jouer avec les deux ou trois autres devant, on va dire. La, la, la petite saucisse, l'autre matin, c'est pneus froids ou c'était un poil optimiste entre nous? Ben alors sur le moment j'ai pas trop compris parce que justement j'ai pas du tout franchement j'ai pas essayé de rouler vite sur les trois quatre Mhm. premiers virages. Les pneus étaient ni chauds ni froids, ils étaient tièdes. Non, en fait, j'ai réfléchi. Je pense avoir la réponse, mais j'en suis pas sûr. En fait, dès que je suis rentré dans le premier virage, j'avais la note qui était un petit peu pessimiste, donc je l'ai corrigé, mais je croyais l'avoir corrigé, mais en fait, je l'ai corrigé que dans ma tête parce que j'ai jamais rien dit à Yannick. Et donc, j'étais en train de D'accord. corriger la note, et donc du coup, je regardais,
je n'étais pas focalisé sur ce qu'il y avait devant moi. Et quand j'ai fini de corriger la note seulement dans ma tête, en plus, que j'ai re-regardé la route, ben, en fait, j'ai vu que le virage était juste là, donc c'était trop tard. Et Ouais, en plus, il y avait du gravier. Il y avait du gravier, donc ça m'a pas aidé, quoi. Mais ouais, quand on a touché, je me suis dit, il y a une chance sur deux pour que le train arrière il soit tordu. Et bon, heureusement, il l'était pas. ouais, heureusement. Ouais. Comme quoi, ça tient vraiment à peu de choses. Hein. C'est maintenant, Ouais, tu ça nous as vous pas avez fait pas le mal. lab, quoi. Ouais. Ouais, non, non, heureusement. Et puis, bon, ce week-end, c'est vrai qu'on s'en est tous fait quelques-unes. C'est vrai que c'est quand même un rallye rapide avec beaucoup de pollution avec les cordes. Donc, c'est vrai que tu peux facilement te faire piéger quand même. Mm, Ok. Donc pour la suite de l'année, est-ce que tu envisages de faire des manches en mondial ou tu vas vraiment rester axé championnat de France? Bah, mon programme principal, évidemment, c'est le championnat de Ouais. France. Après, oui, on l'envisage. C'est vrai que l'équipe a envie de le faire aussi. Mais je sais pas. Voilà, pour l'instant, je sais pas. Si on peut, on le fera. J'aimerais bien rouler sur la terre aussi, mais pour l'instant, on n'a rien de prévu parce que je manque de roulage sur cette surface et en plus, je préfère cette surface à l'asphalte. Donc, bon, pour l'instant, voilà. Pour mm. l'instant, je sais pas dire ce qu'on va faire d'autre que le championnat de France. Ok. T'as fait un shakedown avec la i20 WRC. Ouais. Euh, ça donne quoi? C'est le potentiel de cet engin. C'est toujours la même qu'avait Pilouis ou c'est une auto plus actuelle? Ah non, non, c'est la même. Ils en ont même deux. En fait, j'ai fait le déverminage de la voiture avant qu'elle parte aux États-Unis pour le programme de Ken Block. Hein. Alors bon, on l'a essayé sur un circuit d'autocross, hein, sur le circuit d'autocross de Issoire, donc qui est quand même relativement court et c'est adapté pour voilà pour les voitures d'autocross, mais un peu moins pour une WRC. Mais bon, ça m'a quand même permis de voir un peu le potentiel de l'auto. Alors, faut Bien. savoir qu'elle a quand même une bride de 2 millimètres inférieure à à ce qu'elle avait l'année dernière, donc tu perds environ Ok. 20 chevaux et elle est lestée de 100 kilos à peu près pour la réglementation là-bas, donc ça enlève quand même pas mal de performance. Ouais. Mais je l'ai pas essayé sans, donc ça reste déjà performant. Franchement, ce qui m'a choqué, et Mhm. on me l'avait déjà dit, c'est la facilité de conduite en fait de la voiture. C'est vrai que c'est assez facile à conduire et il y a un train avant assez impressionnant et c'est sûr que le moteur ça marche quand même bien plus fort qu'une R5. C'est vrai Ouais. que c'est vraiment une sacrée caisse. C'est sûr que ça donne envie de l'essayer sur un terrain Mhm. comment dire plus approprié. Ok. Attends, excuse-moi Olivier, je vois qu'on arrive au bout de l'interview. Donc pour les spectateurs, n'hésitez pas à nous poser les questions et puis on les posera après les dernières questions. Je te laisse poser la question suivante, Olivier. Ouais, c'est pas très drôle, mais bon, il y a un de tes Mhm. sponsors qui te suivait depuis très longtemps, c'est Ouais. Eric Fanguer, malheureusement, et, qui a malheureusement disparu. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur ce monsieur? Bah, Eric Fanguer, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui est très connu dans le milieu du rallye français. En fait, comment on le connaît? Bah, mon père, il lui avait préparé sa R5 Turbo quand il roulait avec la Maxi. Maintenant, j'étais même pas né, je crois, donc ça fait quand même longtemps. Ah ouais, d'accord. Et puis voilà, il m'a aidé donc de 2000, je crois 2018 à 2021. Et voilà, bon, il avait malheureusement un cancer et voilà, maintenant il est plus là. Mais Mhm. voilà, c'est vrai que moi quand j'étais petit, bah, mon père m'emmenait voir les rallyes, je le voyais passer avec la Xara ou la Mégane. Il avait des voitures fabuleuses et il gagnait quasiment Mhm. tous les rallyes qu'il faisait en fait, hein, finalement. Hein. Donc c'était Ouais, vraiment un monsieur de notre du sud du rallye dans le sud quoi. ouais, non, c'est vrai. Ouais. C'est un petit peu le Monsieur Champeau pour l'UB, c'est un peu pour Fanguer, ça a fait un peu Mhm. pour pareil pour toi pendant un moment, non? Ouais, C'était c'est quelqu'un ça. d'important. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui m'ont aidé également, mais il en fait partie. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, en apparence, faisait, comment dire, je sais pas comment dire, très viril. Je sais pas si c'est le terme, mais en fait, c'est quelqu'un qui était vraiment extrêmement gentil, extrêmement généreux. Mhm. Et voilà, c'est sûr que c'est triste qu'il soit plus là. Ah, merci. Donc David nous pose la question. Donc en tant que Belge, comme chaque fois, ma question est Nicolas, est-ce que tu referais l'une ou l'autre apparition en Belgique? Parce que Bah écoute, tu as gagné des rallyes en Belgique, je crois. je gagnais le Rallye Danube. Euh, Ouais. En fait, bah, l'année dernière, justement, on devait faire le championnat complet avec la C3, puisque DG faisait rouler Mhm. d'autres voitures et que c'est un team belge. Bon, ça s'est arrêté pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, mais
Bah, si je viens, ce sera pour Ypres, mais pour l'instant, voilà, je sais pas du tout si je serai à Ypres. J'aimerais bien parce que c'est vrai que c'est un rallye que j'ai jamais fait, mais des images que j'en vois, c'est vrai que ça a l'air magnifique. C'est le genre de rallye que j'aime bien, moi, Ouais. comme les Vosges, comme le Cœur de France, comme le Touquet. C'est vrai que j'aime beaucoup ces rallyes rapides avec un grip moyen, on va dire, et des grosses cordes. C'est vrai que ça me plaît énormément ce genre de rallye, donc j'espère que je serai à Ypres, mais pour l'instant, je ne sais pas. Ok. Quentin nous pose la question, penses-tu que le rallye a une chance avec les voitures électriques? Ouais, Je suis pas un expert, c'est très vague. je suis pas du tout un expert là-dedans. Après, aujourd'hui, je pense que le gros problème, c'est l'autonomie. Après, il y a un deuxième problème qui en est pas un, oui quand même, mais c'est que, enfin moi une voiture électrique, c'est vrai que ça me fait pas du tout envie quoi, honnêtement. Il y a plus de vitesse à passer, il y a pas de bruit, enfin s'il y a ça, ça a plus d'âme en fait, donc Ouais. c'est vraiment dommage quoi. Et voilà après, enfin, on va pas aller plus loin, mais disons que ouais, je pense que c'est sûr que, disons que ceux qui seront nés avec les voitures électriques, peut-être qu'ils apprécieront. Après, je pense qu'il y a une bonne partie des gens qui ont vécu avec les thermiques. Si un jour ça devient uniquement électrique, ils perdront quand même une bonne partie de leur passion pour ça, quoi. Moi, en tout cas, c'est sûr que ça me plairait vraiment pas, quoi. J'ai déjà essayé des voitures électriques de série. Certes, ça accélère fort, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça qui compte, quoi. Tu vois. Alors, on nous demande donc un petit mot sur ta prochaine épreuve ce week-end. Ah oui, là, donc à Zandvoort avec Alors, l'Alpine, ouais, bah, j'ai été ouais. invité par Signatech à faire la voiture VIP ou VIP à Zandvoort, donc pour la troisième course de l'Alpine Europa Cup. Donc ça va rouler en plus dans un team connu puisque c'est Chazelle. Donc Ouais. voilà, c'est cool. J'ai jamais roulé à Zandvoort. Moi, c'est vrai que voilà, le circuit, ça reste quand même quelque chose qui me plaît beaucoup et que j'essaye d'en faire encore un peu en parallèle tous les ans. Donc je suis content de pouvoir y aller, découvrir une nouvelle voiture. C'est vrai que ça fait un moment que je voulais essayer en plus l'Alpine Cup. Et j'ai pas eu l'occasion. Donc un nouveau circuit, une nouvelle voiture. Voilà, évidemment, je vais pas certainement pas me battre pour la gagne, mais je vais faire de mon mieux. En tout cas, je vais quand même préparer ça du mieux que je peux. Et puis ouais, j'essaie surtout de me faire plaisir parce qu'il y a pas de pression, hein. Il y a pas d'enjeu. Tristan nous demande quelle est la raison de passer à la tablette avec Yannick. Donc, avec Ah Yannick ça Roche, ton c'est à Yannick copilote. qui, ouais bah c'est à Yannick qu'il faut Ouais. demander. Mais alors ça c'est quand même un truc qui revient tout le temps, mais je peux répondre à sa place parce qu'à chaque fois il explique. D'ailleurs, s'il écoute, il doit rigoler. Mais j'ai tous ces arguments en tête. Mais voilà, lui, en gros, il y trouve son compte. Il trouve que c'est un peu plus pratique et performant qu'un cahier. Voilà, pour des raisons qu'il a déjà expliquées 500 000 fois. Mais voilà, il y trouve son compte. Mais l'argument qui revient tout le temps, c'est si ça tombe en panne, s'il n'y a plus de batterie. Et il dira toujours que bah, à la fin d'un Monte-Carlo, avec le froid et les ouvreurs, il finit à 70% à la fin de la journée. Il lui reste 70% de batterie et que Mm. ça fait 5 ou 6 ans qu'il l'utilise et il est jamais tombé en panne et qu'il a son téléphone qui est ouvert avec les notes en spécial au cas où la tablette tombe en panne. Voilà. Ok. Moi, de toute façon, Le meilleur, pardon. tant qu'il envoie les notes comme il faut, qu'il ait un cahier ou une tablette, pour moi, c'est peu importe. Mais il se balade avec son engin parce que il corrige en cours de spécial et tout, comme une correction avec les notes classiques d'avant. C'est costaud ce qu'il fait, je trouve. Enfin, Mais en fait, pour un gars de mon, c'est comme un non, cahier, hein. C'est comme un cahier, hein. j'allais dire pour un gars de mon âge, pardon, excuse-moi, c'est impressionnant, quoi. Ben, non, mais c'est ça, c'est comme un cahier, et puis il a même le chrono sur la tablette, etc. Donc, en fait, c'est juste un cahier, mais numérique, quoi. Il y a les mêmes fonctionnalités, et peut-être même qu'il y en a encore plus que pour un cahier. Hop, Clem Cast nous dit quel est le moyen de faire du rallye à haut niveau quand on est jeune. Il y a pas de, faut demander à Calais, hein. Mais il y a pas Carnet, de, bien sûr. il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Moi, c'est vrai que c'est Ouais. quelque chose qu'on me demande souvent sur les réseaux sociaux, en privé. Je dis toujours qu'il n'y a pas il y a pas de solution miracle. Après, on sait très bien que bah, ça coûte de l'argent. Je dis toujours que le plus Mm. simple pour commencer, c'est de faire rallye jeune, même si je l'ai pas fait. Mais voilà, Mm. ça coûte 20 euros et si tu gagnes, bah, t'as quand même une saison de payer. Et puis si tu es très très bon, comme par exemple ont été Ogier ou Fourmeau, bah, ils continuent à t'aider pour la suite, quoi. Ok. Est-ce que rouler en ligier, ça te dirait? Donc, tu poses Justin.
Ah bah oui, ça me dirait, hein, parce que je le faisais depuis 2019 sur quelques courses dans l'année. Malheureusement, le team de Ludo, donc No Limit Racing, chez qui j'avais commencé par les reventes Peugeot Sport, n'a plus beaucoup de ligier. Enfin, il fait plus rouler beaucoup de ligier cette année, donc il a pas moyen de m'intégrer à un équipage sur une course pour le moment. Donc je sais pas si on pourra le faire cette année, mais j'aurais bien aimé parce que la voiture a un kit Evo cette année que j'avais pu essayer sur 2 tours au Castellet l'an dernier, et c'est vrai que c'était un bon step en termes de performance, notamment en héros. Ok. Est-ce que tu penses faire un jour comme Seb et te reconvertir dans le circuit après le rallye? Mmh. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé le circuit, donc mon but c'était déjà de faire du rallye. Et quand j'ai eu l'âge de faire du rallye, j'ai quand même hésité à rester en circuit. Et puis bon, finalement j'ai bien fait parce que c'est vraiment ce que je préfère, le rallye. Mais c'est vrai que si j'avais la possibilité, enfin si on me disait aujourd'hui quelle est ta carrière rêvée, bah donc j'essaierais enfin j'essaierais pas puisque on te dit quelle est ta carrière rêvée, je ferais du WRC et après une bonne paire d'années en WRC, j'irais faire de l'endurance effectivement comme le fait Ogier maintenant. Ok. C'est vrai que Mmh. c'est ce que ça c'est comment dire la voie rêvée, mais entre ce qu'on rêve et ce qui va se passer, on verra bien. On verra bien. Ouais. On te le souhaite en tout cas. Ouais, j'espère. Mmh. Écoute, on verra bien. Ouais. Faut jamais dire Hop. jamais. Et ouais, alors le pseudo là, c'est il y a trop de syllabes, et Mmh. trop de voyelles, pardon. Donc, quelle est la différence principale entre la C3 et la Hyundai au niveau de la conduite, de la tenue de route, etc. C'est compliqué à expliquer, mais en gros, sans être trop, comment dire, trop exhaustif, euh, la Hyundai a une philosophie assez souple, et plus on Hmm. roule avec, plus on le découvre. Moi, c'est vrai que je roule très souple, mais la C3 a plus une philosophie voiture, comment dire, racing, donc qui prend moins de mouvement. Ça, je dirais que c'est au niveau du châssis les principales différences. Et puis au niveau du moteur aussi, ça n'a rien à voir parce que la Hyundai a plus un comportement atmosphérique, donc moins en haut, en Hmm. bas et beaucoup en haut. Et la C3, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a énormément en bas et beaucoup moins en haut. Donc c'est vrai qu'au niveau du moteur, une grosse différence d'utilisation. Mmh. Ok. Est-ce qu'on peut espérer te voir cette année sur une épreuve de Coupe de France déraillée avec une traction comme tu as pu le faire par le passé? Demande Julien. Je pense pas parce que c'est un Mmh. peu compliqué de rouler qu'autre chose qu'une Hyundai cette année Hmm. en rallye, surtout en moderne. Et Hyundai ont pas fait de traction encore, donc je pense que ça sera un peu compliqué. Mais c'est vrai que par exemple une Super 1600, c'est en plaisir. Je crois que c'est la voiture qui m'en a Mmh. donné le plus en rallye. Donc c'est vrai que j'aimerais bien refaire un rallye avec ça un jour. Mais bon, un jour je le referai. Question, chef. Vas-y. Nicolas, c'est le week-end dernier, Johan, malheureusement pour lui, il s'est mis presque hors jeu pour le championnat. Tu penses que ça va se terminer en duel avec Quentin Giordano et toi? C'est sûr que comment dire, si on raisonne logiquement, c'est sûr qu'au niveau du championnat, là, c'est mort pour lui parce que 3 abandons, Mmh. tu enlèves un joker, ça fait encore 2 abandons. Donc, il faudrait que nous, Ouais. on abandonne encore beaucoup. Alors, c'est pas que c'est impossible, mais c'est quand même peu probable. Mmh. Donc oui, sur les points, c'est sûr que ça risque d'être entre Quentin et moi. Après, pour l'instant, Quentin est quand même, pour l'instant, plus véloce. Sur les dernières courses, on n'a pas réussi à le chercher. Donc, si on Mmh. n'inverse pas la tendance rapidement, c'est sûr que ça va être compliqué d'aller chercher Quentin aussi. Mais pour Johan, il a dit lui-même que Mmh. pour lui, cette année, ça va être Hmm. compliqué. Enfin, Ça va être c'est cuit. compliqué, ouais. Ok. Wagner, il m'a étonné d'ailleurs. S'il vient brouiller les cartes, c'est pas facile, ça va être compliqué sur Bah, je certaines crois, courses. je crois qu'au niveau des points, il est un peu loin. Après, Williams, Ouais. c'est vrai que c'est un bon pilote et c'est vrai que le Vosges Grand Est, c'est le rallye où il est toujours le plus performant de l'année parce que c'est, Hmm. entre Mmh. guillemets, c'est chez Chez lui, lui, ouais. quoi. Là, c'est chez Mm. lui. Ouais. Mais dans Corsieux, il est vraiment rapide. Dans Corsieux, c'est assez impressionnant parce que le matin, j'ai quand même roulé fort. Moi, c'est vrai que je la connaissais pas trop, la spéciale, et j'ai réussi à me rapprocher à chaque fois parce qu'au premier passage, il me met 5 secondes 5. Au deuxième, il m'en met 2,9. Mmh. Ouais, petit problème Au de troisième son. passage, j'arrive à lui en Ouais. mettre deux, donc j'étais content. J'étais Ah content. ouais, là, ouais. Ok. Ok. Alors, est-ce qu'il est plus simple de faire des recos comme sur un rallye-terre avec des voitures de course, avec la voiture de course, pardon, ou avec une voiture normale comme sur asphalte? Je sais pas ce qu'en pensent les autres pilotes, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de le faire avec la voiture de course. Donc, je préfère vraiment le faire avec la voiture de série.
Ok. Bon, Tom, tu l'as plus ou moins répondu tout à l'heure, mais donc quel sera ton prochain rallye à l'international? Donc, pour l'instant, tu sais pas. Non, je sais pas. Voilà. Euh, alors, on a été très déçus de voir tes problèmes moteurs à l'Antibes. On espère que le reste de la saison sera sans accroc. Quelle Moi, c'est pas catégorie vraiment une pour question, commencer le cette circuit? Ouais, c'est pas une question, ouais. J'ai pas lu, j'ai lu trop vite. Quelle catégorie pour commencer le circuit à 16 ans? Je suis encore moins un expert en circuit, mais c'est vrai que Ouais. les rencontres Peugeot Sport, au niveau rapport qualité-prix, c'était top. Après, si tu veux faire une carrière en F1, je suis pas sûr que ce soit par là qu'il faille commencer. Donc, c'est vrai que ceux qui veulent faire une carrière en monoplace, ils commencent par la F4 souvent. Souvent, ils commencent par là, quoi. Hein. Je sais pas trop dire, mais je suis un peu moins expert en circuit, même si c'est vrai Ouais. que je regarde de près. Après, tout dépend si tu veux faire du GT, du touring car, enfin, Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est. Justin, il m'a posé la question plusieurs fois. Est-ce que tu ferais de la Fun Cup avec No Limit Racing? Bah, tu sais, Ludo, ça fait 3 ans C'est, qu'il me demande 10 fois par an de faire une course en Fun Cup avec eux. Mais ouais, la Fun Cup, en fait, il me l'a fait essayer plusieurs fois. C'est vrai qu'à chaque fois, j'accroche pas, contrairement à ouais, beaucoup de pilotes. Donc bon, voilà, du coup, comme je prends pas énormément de plaisir à son volant, voilà, du coup, à chaque fois, je dis non, écoute, fais-la avec quelqu'un qui a envie plutôt. Moi, je préfère faire de la léger. Voilà, donc ok, normalement, donc, vous me verrez pas en Fun Cup. ok. Est-ce que la concurrence avec les autres pilotes en championnat de France est-elle saine? Oui, franchement, oui. Surtout qu'en rallye, enfin, je veux dire, en rallye, tu te bats pas comme en circuit où tu peux dire là, tu m'as tapé, tu m'as jeté dehors, machin. Voilà, c'est que des chronos qui parlent. Donc, si t'es devant, t'es devant. Et si t'es derrière, t'es derrière. Donc non, franchement, il y a une bonne entente. Et même en mondial aussi, il y a une très très bonne ambiance. Et c'est assez agréable. Franchement, je m'entends bien avec quasiment tout le monde, quoi. Ok. T'avais quoi Pareil. un copilote célèbre qui vient de passer, là, puis Ah, Pierre-Louis, effectivement. tout à l'heure, au début aussi. Ouais. Donc, bonsoir J'ai Alexandre pas. Coria. Hop. Donc, le copilote d'Adrien Fourmeau, Alexandre Coria. Donc, bonsoir Alexandre. En WEC, qu'est-ce que tu prendrais comme voiture, quelle catégorie, avec quelle équipe, si tu faisais du WEC? Aujourd'hui, Ouais. le plateau, il est assez maigre en ce moment, hein, en WEC. C'est sûr qu'aujourd'hui, je sais pas, c'est la voiture qui me donne le plus envie en 2022, c'est vrai que c'est l'Alpine 480. Mais c'est une question qu'il faut plus se poser pour l'année prochaine parce qu'avec tous les L'année constructeurs qui prochaine, arrivent ouais. en WEC, C'est ça, ouais. c'est Ouais. assez Ouais, impressionnant. c'est C'est ça. assez impressionnant. Mais moi, sinon, C'est ça. pour finir de répondre à ça, moi, c'est le proto, ça m'a toujours énormément attiré. Et j'ai eu la chance de faire 2 demi-journées avec une LMP3 à Barcelone. Et c'est vrai que c'est déjà assez dingue à conduire. J'avais mal au cou le Ouais. lendemain. Ouais. Et puis j'ai fait aussi quelques déverminages pour Oreca avec la LMP2, mais malheureusement sur le driving center du Castellet, donc je passe tout juste la 4 en ligne droite et je crois que je passe tous les virages en première, donc tu peux pas voir grand chose, Ouais. mais le peu que tu vois, c'est vrai que c'est fantastique quoi. Le design de ces voitures et la performance que ça a, c'est vrai que c'est assez exceptionnel, je trouve. Quel spécial t'as le plus plu aux Vosges? Euh, Je me rappelle en 2019, j'aimais beaucoup Ormont. Cette année, Ouais. il y a le haut du taux enfin, c'est pas que j'aimais pas. Alors, si toute la première partie, honnêtement, toute la montée, je la trouve vraiment pas intéressante. Par contre, la descente, elle est vraiment sympa, mais elle est quand même dangereuse. On s'est fait la réflexion avec d'autres pilotes. C'est vrai que la descente est tellement rapide que c'est peut-être un peu exagéré. Mais sinon, la Vologne était très belle et Ormont, la voiture est un peu plus compliquée à conduire dans celle-là, donc je pense que j'ai pas pu l'apprécier à sa juste valeur. Mais Corsieux, c'est vrai que Corsieux, ça restait quand même la plus sympa C'est un parce mythique. qu'il y a beaucoup de dénivelé, donc et avec beaucoup de ciel, tu vois pas ce qu'il y a derrière, il y a des énormes cordes. Et moi, c'est le genre de truc que j'aime bien, donc Corsieux, c'était la plus sympa. Ok. Est-ce que tu as une question, Olivier? On parlait de spécial préféré. Moi, le Mont Blanc, c'est quasiment chez nous. C'est mon rallye de maison. Quel spécial tu préfères au Mont Blanc? Euh, je suis pas sûr de m'en souvenir exactement, mais je crois que j'ai perdu le nom. Il y en a deux il y a Jouplane et Joue Jouverte. pleine, joue verte. Ça joue plein, joue verte. Ouais. Joue, Ah, mais je sais plus laquelle. joue verte. Celle du Joue verte, premier. tu vas vers Avoria.
Mais je m'en rappelle. Celle où je suis sorti avec l'Apollo, c'est pas celle-là en tout cas. Voilà. Ouais, d'accord. Ok. Attends, j'ai hésité vite fait. Je suis sur ton profil c'est sur celle où t'as le lac. le C'est celle où tu WRC. passes avec le lac. Ouais, je joue plane alors. Ouais, c'est celle-là, j'aime bien. Celle-là, franchement, elle est Ouais. sympa. Non, mais l'arrivée, c'est un grand moment, hein. C'est vite, À la hein. descente, ouais, c'est du Ouais. vite. Hein. Ouais. Mais au Mont Blanc, il y en a quand même beaucoup qui sont sympas. Après, c'est vrai que la toute première du rallye, donc je crois que c'est l'autre. Jouverte, C'est ouais. Jouverte, hein. Ouais, voilà. Ouais. C'est vrai que toute la montée jusqu'au col sur l'autoroute, là, je trouve pas ça très intéressant. Mais je pense Mm. qu'ils en ont besoin aussi pour mettre des kilomètres, quoi. Ouais. Ouais. Mais par contre, après, c'est vraiment une belle spéciale. Je joue plane ou Jouverte? Euh, L'arrivée sur le lac de Oui. Montriand, en fait, tu passes le village des Chèvres, les Lins d'Arrêt, toute la descente et la descente Ouais, dans la toute la forêt où descente, ça c'est sympa. commence. Ouais. Ouais, C'est toute la descente, c'est très sympa. C'est vrai. C'est juste la Monsieur montée qui est Devesa, pas. Ouais. Monsieur Devesa Alors, qui vient de passer, là. ouais, donc il nous dit, Alain Devezza, Ouais. donc nous dit les descentes avec des ciels, c'est vraiment le pied. Mm. Ouais, donc Ouais, bonsoir c'est ça. Alain. Donc, on va passer au questionnaire Spirit of Rally. Donc c'est un questionnaire sur lequel on conclut l'interview. Et la particularité, c'est que les questions sont identiques à tous les invités. Donc tu auras Ouais. toutes les mêmes questions. Donc je voudrais savoir tout d'abord le premier rallye que tu as vu en tant que spectateur. Est-ce que tu as un souvenir? Je pense que je suis pas en capacité de m'en rappeler du tout premier parce Ouais. que je devais vraiment être tout petit. Par contre, je sais même pas si c'est le plus vieux, mais un des premiers que j'ai en souvenir, je pense que c'est le shakedown du Monte Carlo à Sospel. Et je me rappelle, il y avait de la neige et les 206 étaient grises, donc ça doit être 2000 ou 2001 ou 2002. Ok. Mm. En dehors du pilotage, est-ce que tu as fait autre chose en tant que pilote, enfin non, du coup, en tant que copilote, mécano, commissaire sur les bas-côtés, enfin, est-ce que tu as fait pratiquer différemment à part Non, non. Et l'autre jour, justement, j'en parlais avec Yannick. Je trouve que faire commissaire, par exemple, sur le rallye de Mont-Naza une fois par an, c'est un truc que j'aimerais bien faire, tu vois, déjà pour mon club qui à chaque année m'aide, mais sur la licence, mais surtout parce que voilà, il y a besoin de commissaires et de gens pour faire ça, parce que sinon il y aurait pas de rallye. Donc voilà, c'est un truc, c'est vrai que je me disais que j'aimerais bien le faire une fois par an, ce serait quand même sympa, quoi. Ok. Est-ce que tu as un souvenir marquant lors d'un rallye, donc que ce soit positif ou négatif, une anecdote que tu pourrais nous raconter? Positif, Oh, des négatif, choses, drôle, cocasse. ouais, j'ai énormément de choses à raconter, mais il y a une La anecdote, pre- j'en ai bien une qui est assez récente en plus. C'était à l'Antibes l'année dernière, donc quand on a gagné avec l'Alpine. Hmm. Donc on finit la spéciale de Massouin, c'était la première du deuxième jour. Et en fait, l'Alpine, il n'y a pas de place derrière, donc il fallait à chaque fois enlever le Hans du casque. Il fallait décrocher le Hans du casque. Et en fait, j'ai posé le Hans, je sais même plus où d'ailleurs, sur l'aileron ou une connerie comme ça, et je suis parti. Et le Hans, il était toujours sur l'aileron. Et j'arrive juste avant le départ de la Couillole, et je me rends compte que j'ai plus le Hans, et je me dis tout de suite, bah ouais, je l'ai laissé là-bas. Et là, on a Fred Cassiani qui nous appelle, et qui nous dit, j'ai récupéré le Hans à Nico. Alors mon copilote, donc qui était Maxime Martini sur l'Antibes, il lui dit bah vite, dépêche-toi, dépêche-toi. Et heureusement qu'il y a mon nom sur le Hans, parce que sinon il aurait jamais su que c'était le mien. Et heureusement qu'il l'a vu aussi, parce que bon, pour voir un Hans sur le bord de la route, c'est pas si simple que ça. Et donc j'arrive au départ de la spéciale, j'avais pas de Hans, et j'ai dit bon bah écoute, on va tenter de passer comme ça. Et j'arrive au départ donc de la Couillole, et j'essaie de me mettre le plus petit possible, et je me dis bon bah il voit pas que j'ai pas le Hans, donc tant mieux. Et je sais pas, en plus j'étais le premier à partir sur la route, et je sais pas, genre une minute avant le départ, je vois quelqu'un qui arrive en courant, et je vois ma porte qui s'ouvre, je vois un truc qui traverse la bagnole, et la porte elle se referme. Et j'ai compris de suite que c'était le Hans, mais j'ai même tellement ça a traversé vite, j'ai même pas vu que c'était ça. Et donc il y avait les commissaires, et ils se disaient mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Et moi je dis à mon copilote, je dis à Maxime, je dis mais non, mais il nous a pas fait ça, il nous a pas jeté le Hans sur la ligne de départ devant tout le monde. Là on est mort, tu vois. Et donc Maxime il planque le Hans dans ses pieds, et il y a un commissaire qui lui dit oh, c'est quoi ça, il t'a donné un truc et tout, et Maxime il fait genre il entend pas, il le regarde, il répond pas. Et puis bon on a quand même pu prendre des parts de la spéciale, et tout à spécial je me suis dit bon quand j'arrive à l'arrivée je suis foutu, quoi, tu vois. Et bon écoute
Écoute, ça va, je suis arrivé au point stop, j'avais déjà enlevé mon casque et tout pour faire genre c'était fait exprès. Et puis voilà, en fait, voilà, donc c'est vrai que Fred a roulé en plus comme un débile sur la liaison pour me le ramener. Et, euh, et voilà, donc c'était une anecdote, bon, pas très safe, parce que bon, ça fait jamais plaisir et ça m'était jamais arrivé de faire une spéciale sans le Hans. Mais bon, quand t'es en tête du rallye, je me suis quand même dit, on va quand même la faire parce que ce serait dommage de perdre le Ça rallye serait dommage, ouais. pour ça. Mais c'est sûr que C'est c'était sûr, pas, voilà, c'est pas un truc que j'ai envie qu'il se reproduise. Mais c'était Tu m'étonnes. une anecdote assez, pas drôle sur le moment, mais après maintenant on en rigole. Ouais. Quel rallye que tu as jamais fait aimerais-tu parcourir? Alors j'en ai fait, j'ai eu la chance de faire presque tous les rallyes qui me faisaient rêver, notamment la Finlande par exemple, et le Monte Carlo, qui étaient les deux vraiment, voilà. Il y en a plus beaucoup. Il y a encore la Nouvelle-Zélande, je dirais, qui bon, en version WRC, que c'est vrai que sur les images ça avait l'air assez exceptionnel. Mais je les ai pratiquement tous faits. C'est vrai que l'Argentine me tente bien aussi, mais à choisir la Nouvelle-Zélande est vraiment, vraiment sympa. Enfin, je pense. Ok. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus pendant un rallye? Est-ce que c'est plus les essais? Est-ce que c'est plus l'assistance? Est-ce que c'est plus les recos? Est-ce que c'est plus une épingle à cheveux? Enfin, une grosse corde? Ah bah c'est sûr que c'est pas les recos, hein. Non, non, c'est vraiment ouais, c'est la course avec des spéciales, voilà, typé un peu comme on est au Vosges, très rapide avec des grosses cordes. Moi, c'est vraiment ça qui me fait le plus, qui me donne le plus de sensations, on va dire. Okay. J'aimerais savoir ton pilote préféré. Loeb. Ok. Classique. Enfin, en rallye, on dit Loeb. Ok. Ta voiture préférée, du coup? Oula, c'est compliqué. Donc pas forcément de celle que tu as pilotée, hein. Ouais, j'ai compris. Ouais, c'est vrai qu'en rallye, enfin même en circuit en rallye, il y a tellement de voitures que j'ai envie d'essayer, même si j'en ai déjà essayé beaucoup. C'est vrai que la 306 Maxi, par exemple, ça reste un truc qui m'a toujours fait rêver. Après, il y a quelques groupes B quand même qui sont vraiment mythiques. Et puis après, les WRC 2017, c'est vrai que la Hyundai, enfin toutes en fait, mais la Hyundai est celle qui me plaisait le plus. Bon, j'ai eu la chance un peu de l'essayer quand même et d'avoir un petit aperçu quand même, mais c'est vrai que c'est des voitures qui font rêver. Oui. Du coup, ton rallye préféré? Le rallye de Finlande, ouais, sans aucun doute, c'est vraiment le plus beau rallye que j'ai pu faire. La Pologne et l'Estonie sont fantastiques aussi. Mais la Finlande, c'est quand même un truc assez... pour tout pilote, c'est un truc à faire. Enfin, je sais, pas tout le monde ne peut le faire malheureusement, mais quand tu l'as fait une fois, c'est vrai que c'est quand même assez... J'ai eu la chance de le faire 3 fois, c'est assez fantastique. Quoi. C'est des vitesses assez incroyables sur un terrain fabuleux. Quoi. Le terrain est quand même assez beau, il y a du grip, enfin c'est fantastique. Quoi. Et j'ai hâte d'y aller. J'y vais cet été. Donc on va passer donc aux questions du Spirit of Rally, donc en bon français l'esprit du rallye. Donc c'est ce qui représente le plus notre passion. Donc j'aimerais que tu me dises la personnalité qui a le plus de le Spirit of Rally, donc un pilote, un copilote, un team manager, un journaliste, qui est vraiment le passionné ultime, si tu veux. Difficile. Je dirais que par exemple Latvala était un bon, enfin dans les années récentes, Latvala était un bon ambassadeur parce qu'il était vraiment très humain et il laissait vraiment transparaître ses émotions. Et c'était un mec très fair-play, donc c'est quelqu'un qui me vient à l'esprit comme ça, mais je pense qu'il y en a d'autres. Ok. Donc la voiture qui représente le plus le Spirit of Rally. Pareil, qui représente le plus notre passion. La 306. Ouais. La 306, c'est pas mal quand même. Hein. Une voiture avec un look agressif qui fait un bruit magnifique, c'est pas mal. Ouais, très bon choix. Et donc enfin, la catégorie qui représente le plus le Spirit of Rally, donc est-ce que c'est plus une groupe A, les groupes A, les groupes B, les WRC, les R5, pourquoi pas? Maintenant, je dirais, si on se base sur l'essence du rallye, je dirais que les groupes A, c'était quand même des voitures ultra performantes, mais qui restaient quand même un peu plus proches de la série que de ce qu'on a maintenant avec une R5 ou une WRC, même si, voilà, c'est sûr que je préfère à conduire, je préférais une WRC ou une R5 qu'une groupe A, mais c'est vrai que c'était des voitures qui faisaient plus voitures de série, entre guillemets, on va dire. Ok. Eh bien, merci. Olivier, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, j'allais dire une kit car et on revient sur la 306. Ouais, c'est ça. J'avoue que j'y ai pensé. Hein. Aussi.
Tu sais, les quelques embarquées de lob au Mont Blanc, je me les suis passées en boucle pendant un moment parce qu'il y en a une qui est fabuleuse. Il prend la 7, il freine du pied gauche, il soulage léger, ça, le moteur il craque, mais elle est fabuleuse cette auto. Elle a cette spéciale du Mont Blanc avec les deux, hein. Très Ouais, très chouette à revoir. je l'ai vu, ouais, bah, tu vois, même lui qui a essayé tout ce qui se fait de mieux, même, il a même roulé en F1, tu vois, il a 306, ça le fait rêver. J'ai même vu que Neuville vient d'en acheter une aussi, donc voilà, c'est vrai que moi, Je sais pas comment. pour avoir fait de la Super 1600, j'ai vu ça aujourd'hui. Pour avoir fait de la Super 1600, qui est une petite kit car, on va dire, je comprends que les 2 litres, ça doit être encore plus fantastique. Oui. Tu as testé les Super 2000 aussi? À côté, d'Eric Fonger, justement. D'accord. Et ça m'a toujours fait moins envie parce que le moteur avec les 4 roues motrices, c'était vraiment très creux. Donc ça me faisait un petit peu moins envie. Ok. Eh bien, un grand merci Nicolas. Donc, je te souhaite un gros merde pour la course de Zandvoort. Ouais. Merci, Puis le meilleur pour la suite du championnat de France. Et puis un grand merci à Olivier de nous avoir organisé tout ça. Et puis pour terminer, je te remercie Nicolas d'avoir décalé d'une heure suite à mes contraintes personnelles. Ouais, sans problème. Donc, on se dit peut-être à bientôt. Ouais, j'espère, écoute. Je l'espère. Et puis merci quoi. Voilà, je sais plus comment je sais plus comment conclure tout ça. Donc merci et à bientôt. Et puis prochain live, ça sera pour le débrief du Kenya, donc toujours sur Insta. Ok, écoute Nicolas, bonne continuation bien sûr. Merci également. Et puis merci à mon ami Gérard aussi, il se reconnaîtra. Bonsoir tout le monde. Merci et à bientôt. Allez, ciao.